y a des figures tout à fait remarquables, parce qu'on trouve dans les résistantes auvergnates aussi bien des femmes qui sont mortes sous la torture ou qui ont été exécutées, que des femmes qui ont été déportées, qui ont payé un prix très cher aussi de cet engagement et qui sont rentrées ou non de déportation. Et puis on n'en connaît pas pendant longtemps. On n'a pas connu les autres, parce que c'est une histoire qui s'est racontée au masculin. La résistance, comme l'histoire de la guerre, c'est une histoire qui a été racontée par les hommes et qui a mis en avant les hommes et les combats des hommes et qui a occulté la part des femmes. Et c'est depuis les travaux sur l'histoire des mouvements féminins et en particulier la fin des années 70-80, avec l'émergence des nouvelles problématiques en histoire, en particulier autour de Michel Perrault, par exemple, qu'on s'est intéressé au rôle de ces femmes. Et on s'est aperçu que certaines d'entre elles avaient eu un rôle considérable. Vous savez, il y a un adage qui dit « derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme ». Eh bien, on s'aperçoit, par exemple, qu'une femme comme Bertie Albrecht, qui a été la compagne de Freinet, a été bien plus que la compagne de Freinet. Elle a été même l'instigatrice du mouvement combat à ses côtés. Elle était entrée en résistance bien avant lui. Il a profité de ses très nombreux réseaux. Donc, on a mis en avant des femmes finalement dont l'histoire avait été occultée pour beaucoup, dont on a découvert l'histoire. Et bien, par exemple, quand Éric Pantoux a fait la recherche pour le Métron de toutes les fusillés ou déportés, et on a ainsi retrouvé à travers les stèles, à travers les monuments, à Billon, à Combronde, par exemple, à Riom, on a retrouvé des noms de femmes dont on ignorait complètement le parcours et dont on s'applique aujourd'hui à reconstituer le parcours. Et alors les femmes, elles ont été souvent dans tous les rôles agents de liaison. Elles ont porté des messages. Elles ont été surtout des femmes qui ont accueilli, protégé. Elles ont été aussi souvent des infirmières où elles ont apporté de l'aide de cette manière, mais elles ont été aussi des radios, très souvent, des agents aussi. Elles ont transmis des messages. Et souvent, c'est parmi elles que l'on trouve le plus de victimes, parce qu'un radiotonné, quelques mois à peine, était repéré très rapidement. Elles ont eu, et puis je parlerai aussi de celles qui avaient rejoint la France libre, De Gaulle, dès le mois de juin 1940, qui était à Londres et qui se sont ralliées à lui. Et il n'y avait pas que des Françaises, il y avait aussi des étrangères. Il y a par exemple la première aviatrice chilienne, qui était d'origine franco-chilienne par ses ancêtres, qui est arrivée pour se mettre à disposition de la France libre en 1942. Et elle a escorté des convois alliés tout sur l'Atlantique pendant toute la durée de la guerre. Donc vous voyez, on croise des gens étonnants, extraordinaires. Alors à Clermont, bien entendu, on va retrouver un panel de ces rôles. Les infirmières, celles qui cachent les enfants juifs, qui cachent les proscrits, celles qui sont les agents de liaison, comme par exemple la sœur de Camille Edmond Leclanché, Simone par exemple. Celles qui aussi sont agents de liaison, comme Madame Perret, la femme de Nestor Perret, par exemple, qui elle va être arrêtée une première fois, puis qui aura la chance d'être libérée avant de partir en déportation. Donc il y a comme ça tout un panel de rôles différents et de rôles qu'il est très important aujourd'hui de mettre en avant. Une des lignes communes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'elles appartiennent à des partis politiques de l'extrême gauche, la femme de Manoukian, Mélinet par exemple, ou à l'extrême droite, y compris contre des gens qui ont comploté contre la République par exemple, comme la chef ça y est, j'ai oublié son nom, du réseau Alliance. Ce sont des femmes qui ont une idée du patriotisme, c'est-à-dire un envahisseur est dans notre pays, il faut le foutre dehors. Alors, elles peuvent être patriotes pour des raisons idéologiques, parce qu'elles sont engagées dans un parti politique. On parlait des communistes, par exemple, tout à l'heure. Ou bien elles peuvent être engagées tout simplement parce qu'elles sont des républicaines et qu'elles vivent dans un environnement républicain et que l'engagement d'un père, d'un frère, d'une amie font que ça se fait presque naturellement. Vous ne posez pas de questions. On vous dit ce soir, tu peux faire coucher quelqu'un chez toi, tu ne poses pas trop de questions. On ouvre la porte, c'est ça. Résister, ça commence comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, en Europe, cette histoire épouvantable de ce basculement géopolitique qui se fait sous nos yeux, fait qu'il faut qu'on se dise, comme nous disait Lucie Aubrac, le verbe résister, ça se conjugue au présent. Il faut célébrer les grands modèles, mais il faut surtout éviter et protéger celles qui sont au combat aujourd'hui. Il faut les soutenir. On ne peut pas
On ne peut pas peut-être prendre un fusil et partir combattre en Ukraine, mais on peut participer à tout ce qui peut soutenir le peuple ukrainien, et en particulier les réfugiés ukrainiens qui sont chez nous, ou les réfugiés palestiniens qui sont chez nous aussi, qui sont arrivés écrasés sous les bombes. On ne leur demande pas quelle est leur religion, on ne leur demande pas... Ils sont là. Donc c'est un combat de citoyens, c'est un combat pour l'humanité et les valeurs de la solidarité, de la fraternité. Voilà. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on est en Iran, on combat pour les droits humains en général, pour les droits des femmes en particulier, mais pour les droits humains en général. Quand on est en Afghanistan et qu'on est enfermé dans ce génocide sexiste, appelons-le par son nom, on ne peut que combattre. Mais comment combattre dans des conditions pareilles? Donc on voit bien que résister, ça implique des interactions. Ça implique des interactions avec des alliés. Par exemple, si il y a eu un prix Nobel de la paix en 2023 qui était une Iranienne, c'est parce que la communauté internationale a pesé de tout son poids pour qu'on la sorte de prison où elle était gravement malade et qu'on la mette en avant et qu'on lui assure en quelque sorte un semblant de protection. On avait fait la même chose avec Sakharov en URSS dans les années 1970. Vous voyez, c'est l'opinion internationale, c'est l'action comme des associations comme Amnesty International, etc. Il faut leur manifester notre solidarité. Il ne s'agit pas seulement de cliquer sur solidaire sur Facebook, sur l'emoji qui va bien, assis dans son fauteuil en attendant la suite. C'est pas ça, c'est vraiment... Entrer en action dans les associations. Ça veut dire aussi transmettre. Et le lien entre le passé et le présent, c'est essentiel. Ça, c'était la superbe phrase de Marc Bloch qu'on va honorer à la fin de l'année et qui est passée par Clermont aussi. C'était étudier d'abord. Germaine Tillon, c'était pareil. Étudier, regarder, observer, trouver les failles et comprendre. C'est-à-dire, à partir du moment où on a des clés de compréhension, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer sur ces clés et il faut transmettre. Transmettre ce qu'on a découvert pour donner des armes intellectuelles ou morales ou autres à ceux qui sont là-bas. Il est évident que quand on voit le combat des Afghanes ou des Iraniennes, c'est très loin de nous. On se demande bien comment on va pouvoir faire. Mais continuer à parler d'elles, relayer, faire lire des BD à nos adolescents, aider le cinéma d'auteur qui va montrer ces situations, participer avec des associations à l'accueil de ceux qui réussissent à s'enfuir, c'est ça tout simplement. C'est faire son métier d'homme, comme disait Camus. Alors, moi je dirais c'est faire son métier, c'est son métier d'humain.